Bonjour, bienvenue à vous sur le plateau d'Once Dito sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver et une belle thématique à discuter aujourd'hui pleinement tout au long de ce rendez-vous. Le point sur la préménopause et la ménopause, comment bien passer le cap. On en parle justement avec différents spécialistes, un gynécologue, une psychologue, une spécialiste de la nutrition et pour finir, une spécialiste de la peau et de la chirurgie esthétique. Donc restez avec nous, les détails au fur et à mesure, spécialement pour vous sur Média TV aujourd'hui. La ménopause, la préménopause, tous ces changements d'un point de vue hormonal, émotionnel, structure osseuse, toutes ces choses-là seront discutées bien évidemment aujourd'hui dans ce dossier avec différents spécialistes. D'abord, je reçois pour vous le docteur Youssef Benjeloun, gynécologue à Rabat. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Mouniana Etsibaha, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne. Et puis en deuxième partie d'émission, on aura avec nous Nadal Hachimi, elle est consultante en nutrition holistique. Et en fin de rendez-vous, je recevrai le docteur Selma Ouazani, elle est spécialiste en chirurgie esthétique et réparatrice. On va parler de la préménopause et de la ménopause, comment bien passer le cap. Ce n'est pas une maladie, bien sûr, mais c'est un état, un changement, une transition qui n'est pas toujours facile à vivre par les femmes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a programmé ce sujet aujourd'hui. Docteur Youssef Benjeloun, gynécologue, techniquement la ménopause, qu'est-ce que c'est exactement? On peut la définir comme étant une insuffisance d'un organe ou plutôt d'une glande, pour un petit peu banaliser un peu la chose. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime pas trop ce mot de ménopause. Il est un peu lourd, il est un peu... En arabe, il est encore plus compliqué. Il est un peu statique, oui. Exactement. Je préfère parler, et c'est la définition, c'est une insuffisance ovarienne qui est physiologique, qui peut être plus ou moins précoce ou physiologique, c'est-à-dire tempestive en général. Elle se déclare à partir de, disons, 5 à 7 ans avant la survenue de l'arrêt des règles. Et souvent dans l'imaginaire de tout le monde, c'est l'arrêt des règles. Mais en fait, sur le plan biologique, il faut savoir que la petite fille, enfin, qui naît à la naissance, elle naît avec un stock de follicules primordiaux, ce qu'on appelle des follicules microscopiques qui, après, à l'âge de l'adolescence, lors de l'arrivée des premières règles, ces follicules vont vont être recrutés tous les cycles, à chaque mois, lors de la survenue des premières règles, et à raison de 4-5 follicules par cycle, ils vont être recrutés et ils vont former le follicule dominant qui va donner l'ovulation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Ça veut dire que ça s'épuise comme stock au fur et à mesure? À la naissance, cette petite fille, elle a un stock de 1 million de follicules primordiaux. Et déjà, à partir de l'adolescence, ce stock descend à peu près 500 000. Et à partir entre 20 et 30 ans, ces 500 000 sont au fur et à mesure épuisés. À partir de 30 ans, on n'est plus qu'à un stock de 300 000, 200 000, 300 000. Et à partir de 37 ans, on fonctionne à peu près à 50 000. Et au-delà de 40 ans, il ne reste plus que 1000 follicules primordiaux. Et ça, on peut parler en nombre, mais on peut parler aussi en qualité. Si une fille ou une jeune fille entre 20 et 30 ans, sur 10 follicules qui sont recrutés, ou 10 ovocytes qui sont recrutés et donc qui arrivent à maturité, on trouve 8 qui sont de bonne qualité. À l'âge de 40 ans, on n'en trouve même pas un, enfin donc, 1 en fait, sur 10. On met trop de pression sur la ménopause alors que tout commence avant. Voilà, ça commence. Il faut savoir que la ménopause commence, et c'est ce qu'on appelle par périménopause ou préménopause. C'est une insuffisance ovarienne débutante qui peut commencer dès l'âge de 35 ans pour certaines femmes, dès l'âge de 40 ans pour d'autres. Alors qu'est-ce qui pose le plus de problème? C'est la ménopause ou la préménopause? Tout ce chamboulement hormonal, ces changements, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau de la ménopause ou au niveau de la préménopause? En fait, les deux posent un petit peu problème, et c'est des problèmes qui sont différents. La survenue, donc l'arrêt des règles, on parle de ménopause lorsqu'il y a un arrêt de règles au-delà d'une année, de 12 mois. D'accord. Consécutif. Consécutif. Bien sûr. Donc 12 mois sans survenue de règles. Et on parle de ménopause entre l'âge en moyenne 45 et 50 ans, et 55 ans.
maximum, avec une moyenne de 51 ans. Mais il faut savoir que chez certaines femmes, la survenue donc de l'arrêt des règles peut survenir à 40 ans ou même avant, ce qu'on appelle insuffisance ovarienne précoce ou prématurée. Mais justement, ce chamboulement hormonal, il a un impact sur l'émotionnel de la femme? Un impact direct, scientifiquement? Oui, alors on peut reprendre un petit peu ce que peuvent vivre les femmes chaque mois, juste avant la survenue des règles. C'est le syndrome prémenstruel. En fait, elles sont soumises à une privation hormonale et les hormones qui sont concernées, c'est l'œstrogène et la progestérone. Donc, lors de la survenue des règles, c'est une chute brutale de ces hormones et tout le monde sait qu'à ce moment-là, la femme peut avoir plus sensible, peut-être émotive, plus irritable, avec une labilité de l'humeur, avec des troubles de concentration, en dehors de la douleur que des fois ça peut provoquer au niveau physique, utérin. Il y a des phénomènes psychologiques, il peut y avoir une insomnie, il peut y avoir des troubles du sommeil. Concernant la ménopause, on est un petit peu dans la même chose, un peu des troubles psychologiques et disons des troubles qui expriment cette chute hormonale et cette privation hormonale et ses conséquences par rapport au cerveau. Lors de la ménopause, c'est, disons, un peu plus étendu dans le temps, c'est un peu plus aussi, disons, un peu plus intense que lors d'un simple syndrome prémenstruel. Donc en fait, la femme doit se rappeler que c'est pas une phase c'est pas des choses qui lui sont méconnues, c'est en fait des choses qu'elle a peut-être dû connaître durant, disons, sa période d'activité cyclique, génitale, mais qui va être plus concentrée dans le temps et plus intense parfois. Alors justement, vous avez expliqué tous ces changements émotionnels d'un point de vue scientifique. Pourtant, Mouné Netsiba, vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes psychothérapeute également. Pourtant, il y a beaucoup de préjugés autour de la ménopause, vécue émotionnellement par la femme. Alors, je pense que si on veut parler de préjugés, le plus grand qui me vient en esprit, c'est justement la traduction du mot ménopause en arabe, et qui veut dire en quelque sorte l'âge du désespoir. Il faut dire que cette période, c'est une période qui renvoie à la femme à la maternité, à la féminité. Et quand on est dans une société, justement, qu'on a eu une éducation qui valorise la maternité et qui va un petit peu enfermer le rôle et le statut de la femme à son rôle de mère, cette phase devient très difficile. Et je pense qu'il est très important pour toute femme, justement, de faire une sorte de pause, de s'arrêter, d'où une deuxième définition, d'ailleurs, de la ménopause en arabe, et qui est le qu'oud, c'est s'asseoir, et d'essayer, justement, de revenir sur tout ce qui a été réactivé pendant cette phase, et qui va la renvoyer à un héritage psychologique, pour se poser des questions, essayer d'avancer et de se créer sa propre ménopause différente du schéma maternel ou différente du schéma global socio-culturel dans lequel elle est en train de vivre. Absolument. Mais justement, la société, l'entourage, on va dire proche de cette femme, souvent ne l'aide pas. Parce que, je vous donne un exemple, souvent pendant cette période, c'est la période à laquelle les enfants partent de la maison. La vie conjugale et intime devient un peu plus distante. Cette irritabilité ressentie à cause des hormones va être incomprise par l'entourage. On va dire oui, elle fait sa ménopause. Donc l'environnement n'aide pas les femmes. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, justement, la ménopause ne concerne pas que la femme ménopausée. Elle concerne aussi son entourage, son mari, son compagnon, la personne qui vit avec elle. Et puis quand cette femme, justement, s'est tout le temps définie comme maternelle, comme maman,
cette phase devient justement difficile parce que non pas qu'il y ait plus de désir, mais quand l'image est intimement liée à la procréation, l'érotisme n'a plus sa place. Une femme justement qui est en période de ménopause est une femme qui a plus de temps à investir normalement pour son mari, essayer de revenir sur des projets qu'elle a peut-être mis jusque-là de côté, mais d'autres femmes vont plutôt essayer de s'investir dans ce rôle de grand-mère ou de belle-maman pour que ce soit une sorte de continuité. Et c'est une façon pour elle d'être dans le refus du désir. Et quand je parle du désir, je parle du désir dans sa définition la plus globale. Celui d'exister en tant que femme avant d'exister en tant que mère. Donc c'est quelque chose qui est censé accompagner la femme depuis son plus jeune âge, qu'elle puisse exister pour elle-même, avoir un travail, avoir une activité, pour que cette période-là, qui renvoie de toute manière n'importe quelle femme à un vécu, soit une phase où on essaye de se séparer d'une image figée de soi et la développer, la changer et aller vers un mouvement, aller vers quelque chose de nouveau. Mais l'impact de cette chute d'hormones et là aussi sur le psychologique, sur l'émotionnel. Vous dites en fait que ça va être en quelque sorte exacerbé par le vécu de la femme, par sa façon de se voir dans son environnement? Alors aujourd'hui, on le sait, et Dr Benjeloun peut le confirmer, ce chamboulement hormonal peut différer d'une femme à l'autre. C'est un petit peu comme pour ses envies de grossesse. Alors est-ce que c'est l'hormone qui a le dernier mot? Est-ce que c'est le psychisme qui a le dernier mot? On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la combinaison des deux. Chaque femme va le vivre à sa manière et chaque femme va investir cette nouvelle image de soi, parce que c'est toute une identité qui va être revue à sa manière. Alors, ce qui pose peut-être vraiment problème aussi pendant cette préménopause, ménopause, ce sont ces manifestations, bouffées de chaleur, fatigue, irritabilité. Est-ce qu'on peut anticiper tout ça, Dr Benjeloun? Bien sûr, l'impact qu'a ce chamboulement hormonal, cette privation hormonale sur le cerveau, en fait, on ne connaît pas les mécanismes de cet impact, encore le mécanisme précis. Tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui, c'est que ça a un impact sur des neurotransmetteurs qui font que cette irritabilité est là, et surtout des troubles de sommeil. Oui. Et les troubles de sommeil, par la suite, automatiquement, on se retrouve avec un état de fatigue, de manque de concentration, etc. Et la chance qu'ont les femmes, c'est que la survenue n'est jamais brutale. Il y a une phase de préménopause qu'on peut facilement diagnostiquer par des signes relativement discrets. D'abord au niveau des menstruations. C'est des menstruations qui sont dans un premier temps de plus en plus irrégulières, moins abondantes. Disons on identifie des cycles qui sont d'abord de plus en plus courts. Okay. Par rapport à d'habitude, et puis ensuite ils deviennent de plus en plus longs, et ensuite il y a un arrêt de règles. Donc c'est une période qui varie de 5 jusqu'à des fois 7 ans, et durant cette période, on peut identifier donc ces phénomènes-là, et commencer déjà à préparer notre organisme par rapport à cette chute brutale, par une activité physique régulière, même si on n'en a jamais fait auparavant. C'est vraiment le moment où il faut commencer à en faire. Pourquoi c'est important, justement? Parce que justement, faire une diète, avoir une hygiène alimentaire, une hygiène de vie tout court à cette période, même si on ne l'a jamais eu jusqu'ici, c'est important parce que ça permet un petit peu de booster un peu le métabolisme basal. Ça permet un peu de lutter aussi contre un surpoids éventuel ou une obésité, et qui fait que ce chamboulement hormonal est encore plus important lors de la chute brutale donc, qui nous guette dans les 4 ou 5 ans à venir. Et à ce moment-là, faire tous ces, ces démarches pour faire en sorte que l'impact de la ménopause soit moins important devient un peu moins efficace. Si on agit avant, si on est plus
dans la prévention et on identifie cette phase précurseur de cette insuffisance ovarienne terminale, on aura plus de facilité à mieux vivre cette chute inévitable et brutale hormonale qui nous guette. Alors vraiment, les bouffées de chaleur, toutes les femmes, ou la plupart des femmes en préménopause et en ménopause qui les vivent vraiment, disent que c'est quelque chose d'extrêmement pénible et désagréable parce que ça vient à n'importe quel moment de la journée, c'est handicapant, la nuit aussi, c'est handicapant dans la relation aux autres. Comment on peut soulager les bouffées de chaleur? Les bouffées de chaleur, il faut apporter ces hormones l'idéal, c'est d'apporter ces hormones qui font défaut, et particulièrement l'œstrogène. Alors, ça dépend. Quand on a à faire face à une ménopause installée avec ces symptômes, on doit faire un bilan général, voir s'il n'y a aucun autre organe qui pourrait être, en particulier le sein ou l'utérus, qui pourrait être, parce qu'il y a une pathologie préexistante qui pourrait être méconnue ou connue et qui pourrait être impactée par une prise d'hormones. Aujourd'hui, quand on parle de prise d'hormones, substitutif, quand même. Substitutif, avec toutes les études qui ont été faites, c'est des hormones naturelles. On exclut tout ce qui est synthétique, alors que ça a été pris pendant des années. Quand vous dites que ce sont des hormones naturelles, c'est-à-dire hormones œstrogènes naturels, c'est-à-dire qui sont fabriqués par génie génétique et qui sont à l'identique des hormones qui sont sécrétées par les ovaires. Et les femmes acceptent? Parce qu'il y a vraiment une peur de la prise de ces traitements hormonaux substitutifs. Oui, elles acceptent parce qu'il y a toujours une balance bénéfice-risque lorsque les bouffées de chaleur sont très importantes. Si on est devant une patiente, une femme qui, grâce à une attitude qui est précoce et elle a pu faire des efforts côté hygiène de vie, activité physique, qu'elle a pu réguler son poids et qu'avec ça, ça suffit pour qu'elle contrôle ses bouffées de chaleur, pas la peine de lui donner des hormones. C'est possible d'y arriver par l'hygiène de vie? Bien sûr, on a des pourcentages qui sont autour de 40% des femmes, rien que par une hygiène de vie, rééquilibrer son poids. Si on avait des habitudes de consommation d'excitants ou plus ou moins toxiques avant, essayer de s'en débarrasser, aller vers des choses peut-être plus excitantes dans les activités. C'est un âge où la femme, en général, elle a accompli son devoir de maman, où elle a plus de temps, comme disait ses enfants sont grandis, ils ont grandi, et puis elle a plus de temps pour éventuellement voyager, faire des excursions, faire des choses excitantes. Il ne faut pas, je pense, et vous me rejoindrez là-dessus, il ne faut pas cantonner cette femme parce qu'elle est arrivée à un âge où il y a beaucoup de choses qui sont perturbées, comme vous avez dit en arabe, le qu'oud, c'est-à-dire rester chez soi. Au contraire, c'est une femme qui a un âge où elle doit s'épanouir et c'est vraiment, le traitement passe par ça. Okay. Maintenant, c'est un choix à faire avec la patiente, donc une discussion à avoir pour mesurer la balance bénéfice-risque. Oui, bien sûr. Alors maintenant, si on est devant une patiente, par exemple, qui a, je donne un exemple, qui a une maladie fibrokystique des seins, qui est suivie depuis plusieurs années, là, elle est plus à risque qu'elle fasse un problème sérieux au niveau de son sein, et lui, il faut une surveillance particulière. Et pas de traitement même pour si elle. Si devant des bouffées qui sont plus ou moins supportables, on va éviter de donner des œstrogènes. Par contre, on peut donner des phytoœstrogènes qui sont un peu moins délétères par rapport aux organes hormonosensibles, en particulier le sein, et surveiller par la suite. J'ai un autre exemple. Par exemple, une femme qui a été pour une raison ou une autre, une pathologie relative à l'utérus, a été obligée de faire une ablation de tout ou une partie de l'utérus, enfin le corps de l'utérus en particulier, c'est lui qui pose problème. À ce moment-là, et qu'elle n'ait aucun autre problème au niveau du sein, on a la main libre à donner des œstrogènes sans même être obligé de les contrôler par de la progestérone.
parce que c'est les deux hormones. À ce moment-là, on lui donne que des œstrogènes et ça permet de régler la plupart des symptômes. Alors, Mounia Netibaha, justement, la ménopause, c'est aussi l'âge où le corps de la femme se fragilise. Elle a peur de certaines maladies, elle a peur des cancers, elle a peur de l'ostéoporose qui peut la guetter, elle a peur des maladies cardiovasculaires parce que ça augmente avec l'âge. Est-ce que tout ça se répercute sur son équilibre psychologique, sur sa vision de son avenir? Est-ce que vous avez cet échange-là avec ces dames? Alors, pendant cette phase, excusez-moi, la femme est justement renvoyée à 3 points essentiels. Ouais. Dont l'image du corps qui débute à un âge qui est très... à 8 mois. C'est une image qu'on se fait de soi, une image qu'on idéalise et qu'on n'atteint jamais. Et je pense que... À 8 mois, je n'ai pas compris. À 8 mois commence cette constitution de l'image de soi. À 8 mois de vie. À 8 mois de vie. D'accord. Et justement, cette image est chamboulée pendant la phase d'adolescence et aussi pendant cette phase de ménopause. Parce qu'on est renvoyé à cette image de corps, à cette image idéalisée qu'on n'atteint jamais, mais qu'on va devoir justement redéfinir. Il y a aussi la société, l'image que la société renvoie justement de la femme, et il va falloir trouver un équilibre entre ces images qu'on se fait de soi, que la société nous demande de ressembler. Et je pense que la femme, justement, peut y arriver en essayant, comme l'a dit Dr Benjeloul, de s'investir dans d'autres activités, de ne pas se limiter à cette image-là. Elle est un ensemble, elle est un corps, elle est aussi un esprit, de redéfinir la séduction, de ce que ça veut dire pour elle, et aussi de donner une place à un nouveau mode de communication avec l'autre, le partenaire s'il est là, et puis même si elle est toute seule. Avec les enfants aussi, exactement, parce qu'on n'est plus, en général, avant, peut-être que pendant cette phase de ménopause, les mamans sont déjà grand-mères. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, à l'âge de la ménopause, les mamans ont encore des enfants de 10 ans, des fois même de 5 ans. Ça rend la tâche... pas plus facile, mais tout simplement différente, parce qu'il y a le regard justement de cet enfant qui est là et qui demande beaucoup de présence, et ce regard qu'on porte sur soi-même, où on est en train de se dire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne suis pas vieille, est-ce que je peux toujours avoir une vie de couple, parce qu'il ne faut pas oublier, dans plusieurs sociétés, qui dit vieillesse dit disparition de toute vie érotique et sexuelle, ce qui est complètement faux. Et je pense que quand on est justement quand on essaye d'être dans la communication et dans la préparation un petit peu de cette phase, eh ben on apprend à utiliser d'autres modes de communication, de se retrouver. Et encore une fois, ce qui est très important, d'avoir le soutien d'un partenaire qui est là, parce que l'autre qui est là et avec qui justement cette femme a pu avoir des enfants, sa présence, sa parole est très importante pendant cette période-là. Et pour éviter aussi ce fameux syndrome du nid vide, qui peut parfois coïncider avec la ménopause quand les enfants partent et que cette dépression s'installe. C'est une construction à avoir, en fait. Alors, préparer ces vieux jours, en quelque sorte. Alors, quand vous dites nid vide, c'est justement c'est pas moi limité. Quand on dit en général. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est comme si la famille et le couple se limitaient justement à ce rôle de paternel et de maternel. Mais ce qui se cache derrière, c'est une vie de couple fragilisée. Derrière le nid vide? Derrière le syndrome. Le syndrome du nid vide. Alors, je ne suis pas psy, hein, oui. Ça sort de chez vous. Alors, personnellement, je n'utilise peut-être pas ce terme de nid vide. Je pense qu'un nid est vide quand justement le couple va oublier qu'il existe. Comment vous appelez cette dépression que vivent les femmes, en particulier après le départ des enfants de la maison? C'est un remaniement psychologique. Oui, je préfère encore ce terme parce que... D'accord, je vous laisse tranquille. Je vous laisse tranquille avec ça. Je pense qu'on parle de dépression, c'est vrai que ça peut être une phase qui est difficile, mais je n'ai pas envie de généraliser parce que chaque femme peut la vivre à sa façon. Et c'est pas parce
parce que justement beaucoup de femmes ont vécu cette période avec beaucoup de difficultés qu'il va falloir que je m'attende aussi à ce que ce soit difficile. Cela dépend réellement de la vie de chaque femme. Et puis pour revenir à ce syndrome de nid vide, je pense qu'à partir du moment où on se limite, on se définit comme maman, et le mari aussi, quand il se définit et limite son existence à son rôle de père, je pense que le syndrome nid vide existe déjà, même quand les enfants sont là. Ça, c'est le syndrome du nid plein à ce moment-là. Peut-être. Alors, on va marquer une courte pause et on revient pour continuer cette discussion avec vous. Mais Nadal Hachimi, consultante en nutrition holistique, va nous rejoindre justement pour compléter le panel. Sans oublier qu'en fin d'émission, je recevrai le docteur Selma Ouezani, elle est spécialiste en chirurgie esthétique et réparatrice, la peau et l'accompagnement justement aussi au niveau de la médecine et de la chirurgie esthétique. Eh bien, ça aussi, c'est un volet qui intéresse beaucoup de femmes pendant cette période-là. Allez, restez avec nous sur Média TV. On revient pour la suite dans On se dit tout. À tout de suite. Allez, de retour spécialement pour vous sur le plateau d'On se dit tout aujourd'hui. Préménopause et ménopause, comment bien vivre la transition? Et c'est justement d'une transition qu'il s'agit. Je rappelle mon panel, le docteur Youssef Benjeloun, gynécologue, Mounia Naïtibaha, psychologue clinicienne et Nadal Hachimi, consultante en nutrition holistique. La peau, la chirurgie, ce que peut apporter la science pour le rajeunissement facial. On en parle aussi en fin d'émission avec le docteur Selma Ouezani, spécialiste en chirurgie esthétique et réparatrice. Une transition, docteur Benjeloun, vous le disiez pendant le break, la ménopause, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est pas un beau jour. Exactement. Chamboulement. Dans l'imaginaire de beaucoup de patientes, c'est un jour, le jour où il y a arrêt des règles. Et en fait, ça commence 5-7 ans plus tôt. Donc, ça donne vraiment l'occasion d'être proactive et de faire des choses, et de reconnaître un peu les symptômes qui sont annonciateurs et de un petit peu, on va en parler je crois dans quelques instants, rééquilibrer son alimentation, faire du sport, faire des activités physiques, faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire auparavant pour redynamiser son mental, redynamiser son corps et aborder cette phase avec plus sereinement. Absolument, vous avez parfaitement raison. Être proactif, justement, vous l'avez dit, d'un point de vue de la santé. On a parlé aussi tout à l'heure avec vous des traitements hormonaux substitutifs. En amont, le couple aussi, c'est important, Mounia Naïtibaha, se concentrer sur son couple, se concentrer sur soi, mais pas du jour au lendemain. Hein. C'est vraiment une construction d'une vie à deux et puis aussi l'importance de s'occuper de soi. Ça, c'est votre message aujourd'hui. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de femmes, il ne faut pas l'oublier, qui ont mis beaucoup de leurs projets, rêves de côté justement pour se consacrer à cette vie de maman. Et elles gagneraient justement à considérer cette période, pour ne pas dire cette phase, période, ça donne plus de temps, cette période comme une nouvelle, une chance pour essayer de justement revenir sur tous ces projets-là et puis de renouer aussi avec les autres et le mari parce que voilà, jusque-là, on était investis beaucoup plus dans ce rôle de parents. Absolument. Alors, l'hygiène de vie, ça, c'est votre créneau, Nadal Hachimi. Merci beaucoup d'être là. Merci de me recevoir. Justement, l'alimentation, ça, c'est très important. Oui. Une alimentation bénéfique pour les femmes en particulier. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain âge, on a des carences, on a une fragilité osseuse, on a une baisse d'oestrogène et de progestérone. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, d'après moi, la première des choses qu'il faut faire quand on se rend compte qu'on a des symptômes comme de préménopause, comme a dit Dr Benjeloun, c'est que c'est important de faire un bilan. Parce que chaque personne est différente. C'est pas parce que toutes les femmes passent par la ménopause qu'elles ont toutes les mêmes carences. Donc, c'est important de faire un bilan et de savoir chacune qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qu'il lui faut. Maintenant, c'est aussi important de compléter l'alimentation par des choses qui sont nécessaires et importantes pour nous. Donc tout ce qui est oméga 3 pour les femmes, c'est très important, qu'on peut trouver dans tous les poissons gras comme le saumon, les sardines, etc. Dans les graines de lin aussi pour les personnes qui sont végétariennes. Ou même pas végétariennes. Ou même sans être végétarienne. Bien sûr, aussi. La vitamine D qui est extrêmement importante pour les os. On sait que les femmes en ménopause sont généralement ont une fragilité osseuse, donc il faut qu'elles prennent des suppléments ou qu'elles s'alimentent de façon correcte. On peut détailler, si c'est possible, pour les oméga 3, leur importance, à quel niveau pour la femme enceinte et
les rations aussi, si c'est possible, si on peut puiser un peu plus dans votre savoir. Alors, encore une fois, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas me prononcer sur ce genre de choses. Mais vous êtes consultante en nutrition. Oui, absolument. Mais c'est important qu'il y ait un bilan fait avant. Donc, je ne peux pas dire avec précision combien il faut manger de quantité. Mais c'est important de faire un bilan parce que chaque personne est différente. Chaque personne métabolise les aliments différemment. Pour détecter des carences, c'est ça? Oui, exactement. Alors, justement, par exemple, pour la vitamine D, est-ce qu'on peut, grâce à notre alimentation, pallier à la carence? Alors, généralement, la vitamine D, c'est à travers le soleil qu'on l'obtient. Aussi, au Maroc, on a beaucoup de chance, on a beaucoup de soleil. Mais il y a beaucoup de carences aussi au Maroc. Oui, il y a beaucoup de carences. Notamment, pour que la vitamine D soit métabolisée par le corps, il faut qu'il y ait la présence du calcium. Donc, c'est important qu'on fasse un bilan sur ces deux substances-là. Est-ce qu'on a assez de calcium et est-ce qu'on a assez de vitamine D? D'accord. Docteur Benjeloun, justement, la vitamine D, vos patientes, vous leur faites passer ce bilan? Oui, systématiquement. Et on est étonné de voir qu'il y a un grand pourcentage qui sont en carence. Quand bien même on est du soleil au Maroc, mais il faut croire que les femmes ne sortent pas vraiment, n'ont pas cette culture de s'exposer au soleil. Et donc c'est vraiment, on est obligé de supplémenter par des médicaments. Ça se prend par voie orale à 15 jours d'intervalle. Ça dépend de la carence, justement du niveau de carence, en 3 ou 4 prises. Et il y a aussi le fer qu'on dose et qui souvent, on trouve ces femmes souvent anémiées parce qu'elles ont eu un certain nombre de cycles depuis qu'elles sont pubères jusqu'à l'âge de la préménopause. Et ce n'est pas forcément qu'elles se rendent compte que c'est des règles qui étaient abondantes ou un peu anormalement abondantes. Et avec les accouchements, les grossesses et les accouchements qui se rajoutent un peu à tout cela, on retrouve des femmes en préménopause avec un syndrome anémique plus ou moins sévère. Des fois même, c'est les réserves en fer. Ce n'est pas tellement l'hémoglobine qui est diminuée, mais c'est lorsqu'on dose la ferritine, qui représente le stock de fer en fait, au niveau du corps, qui est effondré. D'accord. Et on prescrit à ce moment-là du fer par voie orale sur une durée de 6 mois. L'alimentation, c'est possible aussi ou c'est un leurre hein, quand on se dit que grâce à notre alimentation, on peut lutter contre l'anémie? L'alimentation aussi peut donner un capital? Elle peut aider, oui, absolument. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les aliments tels qu'ils sont faits ou enfin cultivés ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc même les aliments eux-mêmes sont en carence de ce qu'ils sont supposés contenir. Donc c'est pour ça que c'est important de complémenter avec... Alors vous êtes Nadal Hachimi, vous êtes consultante en nutrition holistique. Ça veut dire que c'est la nutrition du corps, mais aussi de l'âme. Absolument. Par quoi ça passe et par exemple pour les femmes en pré et en ménopause, oui. Comment vous pouvez les aider? Alors, les personnes en ménopause et en pré-ménopause sont, comme on a dit tout à l'heure, elles sont généralement plus stressées, elles se posent des questions, elles ne savent pas ce qui se passe, il y a des changements hormonaux, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans leur vie. Et donc, il faut qu'elles prennent soin d'elles, il faut qu'elles se retournent vers elles. Et donc, ça peut être par des séances de méditation qui sont extrêmement importantes et pour moi primordiales pour qu'une femme puisse passer au travers cette période. Alors justement, Nadal Hachimi, quand vous parlez de méditation, qu'est-ce que c'est exactement? Alors la méditation, c'est tout simplement un moment de retour vers soi. C'est un moment où on essaie de faire le vide de toutes les pensées négatives ou autres qui nous traversent l'esprit. On peut le faire en prenant notre chapelet et en répétant certains mots, certaines prières. On peut le faire en lisant un livre. On peut le faire en essayant de se concentrer sur une image, un son. Voilà, donc c'est tout simplement un retour vers soi. Et c'est important parce qu'on est tellement submergées de choses et pour les femmes ménopausées de pensées et d'émotions qu'elles ne comprennent pas, que c'est vraiment important de s'asseoir et de souffler. C'est tout simplement un moment pour souffler et de se reconnecter avec soi qui est extrêmement important. Et qui donne des résultats? Oui, absolument. Est-ce que c'est une technique particulière, quelque chose qu'on enseigne, qu'on apprend ou... Oui, alors ça s'enseigne. Il y a des différents ateliers qui se donnent un peu partout pour apprendre la méditation, mais je pense que juste le fait de fermer les yeux, d'essayer de se concentrer sur sa respiration, par exemple, c'est très simple. C'est aussi simple que ça. Donc, Mounia, en fait, on va bientôt conclure l'émission, mais juste avant, un petit mot de la fin pour vous, avant de donner la parole aussi au docteur Benjeloun.
Très bien. Alors, j'aimerais bien mettre la lumière sur la psychosomatisation. Beaucoup de femmes n'ont pas eu l'habitude de s'exprimer et je pense que pendant cette phase justement de remaniement, elles vont avoir tendance à psychosomatiser, ça veut dire à laisser leur corps exprimer, des souffrances psychiques. Et c'est là où justement la psychothérapie ou la méditation peut être de grande aide pour ces femmes. Des souffrances psychiques à travers le corps, donc développer des maladies, c'est ça? Exactement, enfin avoir tout le temps mal au dos, développer même des maladies cutanées. Je pense que Dr Benjeloun pourrait justement en parler. Alors on n'a pas trop le temps d'en parler justement, mais vous avez fait le point. Mais pour finir, Dr Benjeloun, c'est aussi le moment, sans vouloir bien sûr faire peur, mais en faisant de la prévention, faire du dépistage de certains cancers féminins fréquents à cet âge-là. Exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est l'occasion de faire le point et d'inviter donc toutes ces femmes qui ont des symptômes précurseurs de préménopause de venir consulter et de faire le point par rapport à tout ce qui a été fait sur le plan du dépistage du cancer du col ou du cancer du sein. Et on sait très bien que c'est à un âge où le cancer du col se déclare et où le cancer du sein le sein doit être surveillé de façon plus sérieuse. Eh bien, merci beaucoup pour toute cette sensibilisation et justement de montrer la ménopause sous un autre angle. Justement, c'est la suite logique de la vie et de la vie avec un grand V. C'est pas fini la discussion autour de ce sujet. Je reçois dans quelques instants le Dr Selma Ouazani. Merci beaucoup, Dr Youssef Benjeloun, gynécologue à Rabat, Mounia Naïtibaha, psychologue clinicienne à Casablanca et Nadal Hachimi, consultante en nutrition holistique à Casablanca également. Je reste avec vous. À tout de suite. Là, comme promis, on s'occupe de la peau de ces dames qui étaient avec nous, en fait, qui sont toujours avec nous, puisque tout au long de l'émission, c'est préménopause et ménopause. Comment bien passer le cap? La peau aussi, ces femmes le disent, prend vraiment un sacré coup. Et c'est là, on parle vraiment d'un coup de vieux chez de nombreuses femmes. C'est elles qui nous le racontent. Voilà pourquoi on a choisi de compléter ce dossier par un entretien avec vous, docteur Selma Ouazani. Vous êtes spécialiste en chirurgie esthétique et réparatrice sur la peau et sur le rajeunissement facial. Pour commencer, quel est l'impact de la ménopause sur la peau de la femme? Bonjour Yasmine, aujourd'hui on avait décidé de parler un peu des étapes de la ménopause. Puis ce qui est important au moment de la ménopause, c'est qu'au niveau de la peau, en fait sous la peau, on a deux structures. On a une petite structure qui est légère, qui est graisseuse, qui est comme une structure de soutien. Et en dessous, on a une deuxième structure qui est celle avec laquelle on va prendre du poids. C'est la structure qui varie en fonction de notre poids. Donc la première structure est une structure essentielle, c'est une structure de soutien fondamentale et c'est elle qui fait que nos pommettes sont rondes, notre visage est rond, on a un aspect de bonne mine. Et au moment de la ménopause, autour de la ménopause, dans les 10 ans qui sont avant et après la ménopause, on va avoir une atrophie de cette graisse. Cette graisse qui nous protège, ce sont les œstrogènes. Les œstrogènes travaillent pour nous, travaillent pour le visage et avec la réduction du taux d'œstrogène chez la femme au moment de la ménopause, cette graisse s'atrophie. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on va avoir un affaissement. En fait, on a réellement un affaissement, mais cet affaissement va intéresser la face interne des bras, le ventre, les cuisses. Donc la patiente vient en disant, on dirait que tout se relâche. Et c'est vraiment un effet dû à la ménopause qui est un effet hormonal. C'est un effet hormonal, donc on va dire c'est inéluctable? C'est inéluctable, c'est amélioré actuellement. Bon, les traitements hormonaux, on dit bien que les traitements hormonaux ont des effets secondaires et on ne rentrera pas dans cette partie-là, mais sur la peau, on va avoir une amélioration de l'effet. Donc il faut les prendre en préménopause? Je pense que c'est une discussion à avoir parce qu'il y a des facteurs de risque et tout ça à voir avec son gynécologue. Mais il y a actuellement d'autres nouvelles tendances. Nouvelles tendances, elles sont là depuis plus d'une dizaine d'années actuellement. Ce sont les injections de graisse aussi. Donc les injections de graisse, en fait, si on fait une étude comparative au niveau d'un visage, on va prendre un visage d'un bébé qui est le beau qu'on aime et l'œil est attiré par tout ce qui est rond. Une forme ronde de pommette, comme je disais, une forme ronde à tous les points de vue. Les rides n'attirent pas vraiment, c'est plus le rond. Donc, ce qu'on fait actuellement, inconsciemment, en voulant donner un aspect de rajeunissement, on va aller remplir. Remplir, ça peut être de l'acide hyaluronique, ça peut être différents effets, mais on peut remplir avec aussi de la graisse qui va se développer, qui va donner un aspect de rajeunissement. Et ça, c'est en prévention? On peut le faire aussi bien en prévention
que en cas de besoin. Oui, voilà, en cas de besoin, selon l'indication. D'accord. Ça peut fonctionner. Alors justement, les principales problématiques concernant le visage au moment de la ménopause, c'est une peau plus fine, une perte d'élasticité, l'apparition de taches. Avant de parler de remplissage et d'injection, qu'est-ce qu'on peut proposer à une femme? Alors, on commence du début, c'est-à-dire améliorer le grain de peau. À ce moment-là, on a des consultations, on va voir le dermatologue, donc, qui est parfaitement qualifié pour améliorer. Donc, il va hydrater, mettre des soins anti-rides, anti-cernes, donc le traitement de base pour se donner avec une belle hygiène de peau. Si ma peau est sèche, je la réhydrate. Si ma peau est grasse, je mets des traitements équilibrants. Le traitement pour les taches, il y a du traitement préventif et il y a du traitement qui va stabiliser les taches. Donc, le traitement préventif va chercher à empêcher l'apparition ou même les taches débutantes, va les stabiliser. Les faire disparaître complètement, on n'y arrivera pas. Mais on arrivera vraiment à les atténuer avec un entretien régulier et bien sûr instaurer systématiquement une protection solaire. Ça doit être systématique, aussi bien pour le visage, le cou, le décolleté, puis le dos de la main et les avant-bras. Alors justement, les injections aujourd'hui sont souvent proposées d'emblée aux patientes. Est-ce que ce n'est pas la solution de facilité? Est-ce qu'il n'y a pas des protocoles d'accompagnement au lieu de passer directement aux injections? J'ai presque l'impression qu'on ne laisse plus le choix aux patientes, comme si c'était l'ultime solution, la solution miracle. Moi, je pense que c'est l'approche que va avoir le médecin que je vais aller voir. Mon médecin va d'abord commencer, comme je disais, par le traitement de base. Donc, c'est un traitement initial. Actuellement, les chirurgiens plasticiens, puis les dermatologues, tout le monde parle d'injection, mais je pense que une injection doit être établie au moment où elle est nécessaire. On sait que le Botox, qui est plus utilisé, on va dire plus classiquement dans la partie supérieure, a un effet pour réduire, estomper les rides. Et la partie inférieure va être un rôle où on a besoin de plus de compléments. Une zone des cernes ou une vallée des larmes plus creuse, un petit affaissement peut se produire en fonction de la nature de peau de la patiente. Peut arriver à 35 ans, il peut arriver à 55 ans. Donc, je ne peux pas dire que vraiment, c'est une bonne alternative, c'est une bonne solution qui ne doit pas être systématique, mais on utilise plus systématiquement dans notre tête l'injection pour avoir toutes des pommettes, l'aspect figé puis l'aspect classique. Actuellement, on l'utilise pour combler, pour donner un effet de bonne mine. C'est ça le principe. L'effet de bonne mine, on le veut à partir, je pense, de la trentaine, puis ça va... Absolument. Mais par exemple, quand on parle d'une femme en préménopause ou en ménopause, elles disent « je n'ai pas envie de ressembler à une adolescente vieillie ». Or, aujourd'hui, avec les injections, enfin, on peut le dire de façon crue, c'est le résultat qu'on voit, même sur les superstars. Oui, je comprends. Le principe, pour répondre à ça, ça dépend aussi de la personne qui va injecter, de comment elle voit les critères physiques. Moi, je pense aussi que c'est la demande de la patiente. Alors, on va avoir des patientes qui vont avoir tout de suite une demande très importante si j'ai un relâchement de peau. Et si je veux aller le combler, c'est sûr que si je remonte mes pommettes, j'ai mon cou qui est ridé. Oui. J'ai un ensemble. Donc, le principe, c'est qu'on peut atténuer, toujours donner cet effet bonne mine. Il y a du laser actuellement qui est très efficace. Il y a des peelings. Mais justement, quand vous dites c'est la demande de la patiente, peut-être que la patiente ne connaît pas les autres alternatives. Si d'emblée, on lui propose des injections. Moi, je pense que c'est important de tout lui proposer. Bien, absolument. Alors, quels sont les autres... Alors, on va aller du plus simple qui consiste, et moi j'y crois beaucoup, c'est traiter le grain de peau. Mais on peut associer à toutes ces choses-là, on peut améliorer le grain de peau en proposant, ça peut être le plasticien, le dermatologue, un peeling. On peut aller un peu plus loin, on va proposer des séances de laser pour du photorajeunissement. Puis, on peut proposer l'image classique qu'on va tout de suite à l'injection. Et oui, elle est fréquente, mais normalement, c'est un package. Et il faut avoir l'honnêteté de dire à la patiente qu'en fonction de son âge, on n'obtiendra pas le même effet et que c'est-à-dire que plus l'âge avance, plus le résultat va être léger. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un aspect utopique qui est attendu, dans le sens où le processus de vieillissement est tout à fait normal. Oui. Prendre de l'âge, c'est ce qu'il y a de plus humain en nous. Aller contre nature, en voulant frôler la perfection à un âge
où il y a une autre belle perfection à assumer. Est-ce que c'est pas là tout le problème? Mais c'est là que c'est au médecin de mettre ses limites et d'expliquer à la patiente où sont les limites. La patiente va nous faire confiance, elle va nous demander tout ce qu'on peut lui proposer de meilleur. Mais c'est à nous de dire, là, je suis capable. Puis les injections ont leurs limites. Un stade plus avancé, on a la chirurgie des paupières, on a le facelift, on a le lifting partiel, le lifting total, l'étage supérieur, inférieur. On a une quantité astronomique de techniques, donc sous anesthésie locale, sous anesthésie générale. Actuellement, le principe est d'aller vers la solution la moins agressive pour la patiente, la plus sécuritaire et celle qui va donner un effet bonne mine. Mais parler réellement de rajeunissement, c'est pas... Je parle d'honnêteté professionnelle. Non, puis je parle aussi qu'une fois que le relâchement commence, on va apporter un soutien, mais on n'effacera pas à 100% l'effet de l'âge. Puis une femme à 50, à 60, à 40, c'est le regard aussi. C'est une belle femme. Absolument, oui, mais le regard, quand on agit sur le relâchement cutané ou sur les rides, mais il y a aussi le regard, il y a aussi les mains, oui, il y a le cou, il y a le décolleté. Et ce qu'il y a, actuellement, c'est d'aller enlever le regard fatigué. Ça, je ne parle pas du regard fatigué. Non, l'expression. L'expression, oui, vous voulez dire l'expression. Oui, c'est des très belles femmes. Absolument, mais l'expression à 50 ans ou à 60 ans n'est pas la même qu'à 30 ou 40. Il faut la conserver. Il faut essayer de la conserver au maximum. Au niveau, moi, je pense qu'il faut vraiment proposer à la patiente une solution raisonnable et répondant à son attente. Est-ce qu'il n'y a pas une banalisation aussi du rajeunissement? Oui, c'est très à la mode, c'est social. Le rajeunissement est dû actuellement... J'espère que ça va changer parce que moi j'ai envie de vieillir tranquillement. Oui, mais l'espérance de vie change. On a l'impression qu'on n'a plus le droit de vieillir naturellement, de prendre de l'âge naturellement. Ou peut-être qu'on aime plus prendre soin de nous-mêmes et que ça rentre plus dans notre culture. Je parle de la culture de la femme. Donc, moi, je pense que la femme aime bien se sentir actuellement. Les patientes nous consultent à 60, 65, 70 et c'est génial. C'est bien, je vous l'accorde. Mais je pense pas... On n'entend jamais de demande folle. Je vais avoir l'air d'avoir 30 ans. Elles sont là pour dire, je veux me sentir bien. Je veux être bien dans ma peau. Et ça vient avec tout un état d'esprit sur leur vie. Donc, moi, je pense que ça répond à l'évolution de la femme actuelle dans la société. Mais il ne faut pas que ça devienne une pression. Je n'irai pas là si je ne me sens pas à l'aise. Ce n'est pas une pression pour les femmes en pré ou en période de ménopause, avec tout ce chamboulement déjà qu'on a discuté tout au long de l'émission avec les spécialistes, un chamboulement des hormones, un chamboulement au niveau de la vie, du quotidien, le départ des enfants, la relation conjugale qui s'effrite parfois, ce visage qui vieillit parce que naturellement il doit vieillir. Est-ce que finalement ce n'est pas une pression chez ces femmes? Ça peut être un moment à s'accorder à soi dans des limites raisonnables. Alors aujourd'hui on parle d'injections en préventif. Vous en pensez quoi? Alors les injections en préventif, moi ça me va et c'est une belle indication si on explique aux patients qu'on n'arrête pas l'horloge. On réduit les séquelles. Je donne un exemple. Si je fais une injection de Botox chez une patiente qui a de toxines botuliques, chez une patiente qui a quelques rides qui apparaissent, ils vont s'effacer. Donc, j'ai réduit leur délai d'apparition de 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Sans qu'elle devienne addicte, je peux l'accompagner là-dedans. Une année où elle n'a pas envie, elle a d'autres choses à faire, il n'y a pas de problème. On attendra les 2 ans. Donc, moi, je pense que c'est une bonne solution là où la patiente se sent le mieux. C'est toujours d'aller en lui expliquant en toute honnêteté que ce n'est pas qu'on ne va pas arrêter. Le préventif s'arrête à un moment aussi. Le préventif, alors moi, je dirais qu'à partir de... Le préventif ça dépend vraiment des peaux. Mais à partir de 55 ans, la cinquantaine, on va dire, on n'est plus vraiment dans le préventif, puis on est dans l'amélioration. On commence à chercher des améliorations. Alors, pour finir, docteur, être bien dans sa peau pour un spécialiste de la chirurgie esthétique, plastique, ça veut dire quoi? C'est faire ses choix en ayant toutes les données. Donc, je vais là où j'ai envie d'aller en connaissance de cause.
Donc, on est là pour accompagner la patiente, mais l'accompagner pour qu'elle soit, elle, bien dans sa peau. Si ça passe par avoir des pommettes très relevées ou d'en avoir pas du tout, ben, on l'accompagne. Vous êtes prête à aller accompagner la patiente dans une demande enfin, qui ne va pas avec sa morphologie? Non. Par exemple, des pommettes extrêmement relevées chez une femme de 60 ans, est-ce que vous acceptez cela? Si c'est des... ça va vraiment dépendre de l'indication, mais on va... Et de toute façon, on ne peut pas aller plus que la nature ne le permet. Mais on va toujours expliquer les risques, on va toujours expliquer ce qu'on va obtenir. Mais ça, c'est très important, parce qu'il faut cerner la demande de la patiente. Et souvent, dans 99% des cas, les patientes ont des demandes qui sont très faciles à satisfaire, qui ne sont pas des grosses demandes. Donc, on ne se rend jamais à obtenir parce qu'elle ne l'acceptera pas, puis parce que nous, en tout cas moi personnellement, j'irai pas à ce qui ne lui va pas. Je ne suis pas à l'aise avec ce traitement. Et je pense que tous les patients ne proposeront pas il y a une déontologie un professionnelle. facelift, des paupières, n'importe quoi, une injection de graisse, parce qu'il y a un panel. Puis c'est important d'avoir toujours un plan de suivi, un ensemble des traitements qui fait que, je pense que c'est ça être bien, c'est d'avoir un ensemble et de s'intégrer dans cet ensemble. Réhydrater, boire de l'eau, les choses de base, mais qui ont un réel effet. Bien-être oui. de l'intérieur. Oui. Sérénité, oui, bonheur, sérénité, puis amour. puis ça apparaît. Absolument. Merci beaucoup, Dr Selma Ouezani. Vous êtes spécialiste en chirurgie esthétique et réparatrice à l'hôpital Cheikh Zayed à Rabat. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'émission. C'était un plaisir pour moi de discuter de ce sujet. Préménopause et ménopause, comment bien passer le cap? Eh bien, c'était notre thématique du jour avec différents spécialistes. Au plaisir de vous retrouver très très vite sur le plateau d'Onzito et sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Au revoir. Merci.